Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement? Je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine. Une wish. Une quoi? On dit une wish, Lorraine. T'es sûr? Ça fait bizarre, wish Lorraine. Tony? Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, mon Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. En tant que journaliste, donner preuve d'objectivité et adresser les questions d'abord. Je déciderai après si j'accorde interview. Non, on ne travaille pas comme ça. Vous savez, on a la réputation d'être intègre et objectif. Et vous savez aussi qu'on est le plus respecté de tous les magazines d'information d'Amérique. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le Docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui, exception dans cette émission, va nous parler aujourd'hui de cinéma américain et exclusivement. Parce qu'il y a autre chose. Pour une émission, la première de l'année, puisque ça fait 2 mois qu'on n'a pas enregistré quelque chose. On va quand même, donc tu as fait un petit tri dans les 50 films que tu as vus depuis 2 mois et tu nous parleras aujourd'hui notamment du Star Wars. Enfin, ça fait 2 mois qu'il me pousse à aller voir le film. On est à Star Wars 11 depuis, je pense. Et nous parlerons aussi du dernier Steven Spielberg, The Post, et nous terminerons l'émission avec Thunderbolt Outside Ebbing, Missouri de Peter Paul et Ronald McDonald. On verra le temps qu'il nous reste pour celui-là. Mais c'est vrai que le plus intéressant, vraiment celui qui nous intéresse le plus, en tout cas toi, bien évidemment, c'est le Star Wars de Johnson. C'est Ryan Johnson. C'est Don. Ouais. Non, c'est Ryan ce coup-ci. Ouais. Il faut vraiment qu'ils trouvent des nouveaux noms, les Américains, parce que ça devient chiant. Ouais, ils font quand même du super cinéma, mais par contre au niveau des prénoms, c'est pas très fort. Hein. Avant même de parler du coup de Star Wars 12, non, c'est le combien là? C'est le 8. C'est le 8, ouais. Mais tu comptes quand même le spin-off qui avait été fait non, mais là c'est la saga, je crois, c'est comme ça qu'on compte. Le saga mais c'est vrai officiel. que moi je m'y perds aussi en ce moment, surtout que je les remate tous avec mon fiston et c'était très dur de l'expliquer en lui montrant d'abord la trilogie originale quand on a revu La Menace Fantôme suite. Non, mais ça se passe avant, c'est l'épisode 1 et il comprend toujours pas que c'est possible que Dark Vador soit pas encore. Oui, mais les enfants sont débiles. Il est pas très très fin, faut bien l'admettre. Avant ça, on écoute un extrait du livre audio de Dominique Paturel. C'est comme ça qu'on dit les choses encore en 2018. C'est comme ça que j'ai découvert Star Wars en tout cas. Et puis tout de suite après, Antonin nous dira tout le bien qu'il en pense. Voici l'histoire extraordinaire de la guerre des étoiles. Vous pourrez la lire en même temps que moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page quand vous entendrez le robot R2-D2 faire comme cela. C'est bien compris? Alors commençons. Cela se passe hors du temps, dans une galaxie très lointaine. Les habitants de chacune des planètes qui forment cette galaxie sont très malheureux, car le terrible empire galactique interdit toute liberté. C'est pour lutter contre cette tyrannie que des forces de libération rebelles se sont décidées à combattre l'empire.
elles ont réussi à s'emparer des plans secrets de l'Étoile Noire, la plateforme de combat de l'Empire. Voilà, on tourne la page. Merci Dominique Paturel, c'est merveilleux et tous ceux qui ne connaissent pas Star Wars du coup savent enfin de quoi ça cause. Alors celui-ci on arrive vraiment longtemps après la bataille, mais on en parle pour une bonne raison, c'est que tu as aimé. Ah, j'ai adoré en fait, mais donc on n'avait pas pu en parler. Effectivement, bon bah de toute façon, parce qu'on n'a pas fait d'émission. Déjà, on n'a pas fait d'émission, ça fait bien longtemps, et puis c'est vrai que de toute façon, il y a eu une débauche de propos sur ce film, comme à n'importe quelle sortie de Star Wars, évidemment, et puis un emballement assez hallucinant de haters aussi sur le film, haters dont je pensais a priori faire partie de fait, tellement j'avais pas du tout aimé le J.J. Abrams, le Star Wars 8 qu'on pouvait ranger aisément dans la catégorie des films un peu doudou qui se contentaient de rejouer sur un mode un peu nostalgique à base de clins d'œil des grandes structures, des grandes icônes, en resservant une soupe dont les gens connaissaient très bien le beaucoup goût, à Jurassic World pour le coup. C'était à peu près exactement la même chose, quoi, des sortes de remakes déguisés. Là, pour le Star Wars 8, on avait vraiment une sorte de remake déguisé du premier Star Wars et du deuxième Star Wars, donc par leur date de sortie, j'intitule toujours les épisodes comme ça. Et là, donc du coup, j'étais assez sur le cul par ce Star Wars 8, qui est un film extrêmement étrange. Alors, je pense pas effectivement à la grande blague qui court à chaque fois qu'il y a un Star Wars qui sort, et c'était aussi valable pour le Rogue One, qui font partie des spin-offs. C'est le meilleur Star Wars depuis Contre-Attaque. Mais là, et je me suis toujours j'ai toujours un peu rigolé quand c'est le genre de tweet ou de micro-critique qu'on voit apparaître à chaque nouveau Star Wars. C'est cette petite phrase-là. Et là, j'avais que cette phrase-là qui me venait en tête quand j'étais devant le truc, c'est que effectivement, je m'étais rematé tous les Star Wars avec lesquels on avait fait une émission à ce sujet-là. J'ai un rapport effectivement assez fort, mais lié à l'enfance. Mais c'est des films que j'avais complètement perdu, que je ne regardais pas, que c'est pas comme Indiana Jones par exemple, qui fait partie de mon enfance, que je peux remater très régulièrement et que j'adore toujours autant. Star Wars, je les avais tous revus. Effectivement, il y a du bon et du mauvais, mais c'est vrai que l'Empire contre-attaque par exemple est un très très grand film, quoi. C'est un film qui tient la route à fond, même dans sa version remasterisée par George Lucas, et c'est plutôt pas mal. Et la version qu'on peut trouver sur internet des Specialized, de la version d'origine, est plutôt démente, quoi. Il y a un souffle tragique dedans qui est très fort. Et un souffle tragique que tu retrouves vraiment dans le Star Wars 8. Alors, je te demanderais de pas faire de spoiler quand même. Non, mais je vais pas. Voilà. Oui. Donc Étienne, moi je bataille avec Étienne depuis un mois en lui disant mais tu l'as vu qu'on fasse une émission dessus? Tu l'as vu? Parce que j'ai halluciné. C'est les seuls messages que je reçois d'Antonin. Mais t'as vu Star Wars 8? J'ai eu clairement l'impression d'halluciner devant ce film, parce que je me dis mais c'est pas possible que j'aime ça. C'est un Marvel, c'est pas un Marvel, c'est un Disney. On sait très bien, et on le dit peut-être moins à longueur d'émission parce qu'on est arrêté d'aller voir les films Marvel en l'occurrence, mais c'est vrai qu'on est en face d'un truc de standardisation hallucinante. On se dit plus personne n'arrivera à marquer, à mettre sa patte, non pas d'auteur mais d'originalité dans des productions de blockbusters généralisées. C'est maintenant, ça devient que, du coup, complètement c'est Disney impossible. qui maîtrise tout ça, Marvel. C'est Disney qui maîtrise Star Wars, tout ça. Ouais. Voilà, il y a une mainmise de Disney et du coup surtout Disney, ça passe pour un gros mot presque, alors que ça n'empêche pas du tout d'avoir des bons produits entre guillemets. Pixar aussi fait partie de Disney. Coco, comme ça. On n'en parlera pas, voilà. Mais c'était très bien. Ouais. Mais ce qui est plutôt problématique, c'est que du coup les films sont des licences en fait, et du coup quel que soit le réalisateur, en tout cas pour Marvel par exemple, les films sont totalement interchangeables. On pourrait prendre une scène d'un film, la mettre dans un autre film, on verrait pas la différence. Ouais, c'est ça. Moi j'ai arrêté d'aller voir les Marvel pour ça. C'est que tu te dis au bout d'un moment, t'as l'impression que le film il est fait par des cabinets d'audit qui réfléchissent en faisant des analyses Google Analytics pour savoir ce que les gens ont envie de voir. C'est dans le film, et les séquences d'action interchangeables sont réalisées par des infographistes qui sont sûrement aux quatre coins du globe en plus, et qui prévisualisent leur scène à l'avance. Et puis voilà, on a à peu près toujours le même scénario qui est nul, quoi. Mais c'est peut-être aussi l'influence de la série, du succès des séries télévisées depuis une dizaine d'années sur le cinéma, et justement la conception même des films Marvel par exemple ou des Star Wars est vue non pas comme une conception cinématographique, mais une conception de série, séries projetées au cinéma. Je pense que t'as cette façon-là, et c'est pareil, on en avait parlé lors de nos éditions
nos émissions de fin d'année, il y a cette façon de ne plus réfléchir les films en tant que film, mais en tant que à base de clin d'œil vers ce qui s'est passé avant pour les gens qui connaissent l'univers préétabli et en créant des effets d'annonce pour ce qui va se passer après. C'est vrai que le Star Wars 8 était clairement là-dedans. C'était un film qui reposait uniquement sur des clins d'œil de ce qui s'était passé avant. Star Wars 8, je dis donc celui de J.J. Abrams. Ah oui, d'accord. Non, Star Wars 7, ouais, celui de J.J. Abrams, fonctionnait là-dessus. C'était des clins d'œil pour ce qui s'était passé avant. Il y avait d'ailleurs une omniprésence du motif de la ruine, qui dit bien ce que ça veut dire. C'est voilà la ruine de ce qu'a été la ruine des souvenirs, ce que ça mobilise comme souvenir. On a accès à ce qui a existé sous forme de ruine. On y fait des clins d'œil. La ruine, c'est aussi le corps de Harrison Ford, par exemple, mais j'implique ça là-dedans, qui ne marche pas en tant que tel, mais qui va convoquer des souvenirs et qui va donner l'impression de voir quelque chose qu'on a aimé, de reconnaître quelque chose qu'on a aimé, donc on aime. Mais finalement, il n'y avait pas d'originalité et aussi l'effet. Vertigo. Oui, et l'effet, il y a un peu de ce truc-là. Vertigo. Et donc ça c'est pour le truc avant, et puis le truc d'après c'est créer des personnages et des sortes de mystères. Donc pour le personnage de Rey par exemple, ses parents, ou qui va être la promesse peut-être d'une nouvelle révélation du style de je suis ton père, la promesse de voir enfin revenir le héros principal, le pivot des premiers Star Wars, c'est-à-dire Luke Skywalker, dont on va parler pendant tout le film mais qu'on ne va pas voir si ce n'est au dernier plan, d'une promesse de quelque chose qui va venir, basé sur le souvenir de ce qu'il y a eu avant, et au milieu il y a rien si ce n'est la promesse et la nostalgie. Et donc du coup moi je me disais le deuxième c'est perdu d'avance, même si j'avais quelque part une sorte de maigre espoir, parce qu'il y avait Rian Johnson. Non pas que Rian Johnson ça soit quelqu'un que j'estime, je pensais pas que c'était particulièrement un réalisateur génial. Je me souviens d'avoir vu Bricks à sa sortie, j'avais trouvé ça plutôt chiant, j'avais trouvé ça du cinéma un peu de petit malin, un peu avec beaucoup de côté postmoderne, mais chiant, non, un côté arty, un côté arty dans la déstructuration, il me semble. Enfin, j'ai très peu de souvenirs du film. J'ai revu depuis Une arnaque presque parfaite, Les frères Bloom, qui est plutôt pas mal, et surtout moi j'avais beaucoup aimé Looper. Oui, voilà. On en avait parlé à l'émission. On en avait parlé. Moi, je l'ai revu après avoir vu Star Wars. Et effectivement, c'est un film. Ça tient plutôt bien la route quand même. Vraiment bien la route dans le sens où, et c'est même pas la bonne façon à parler. Et c'est peut-être la même façon qu'on peut parler de Looper que de Star Wars 8. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est presque pas cohérent. Le film, il est clairement scindé en deux. Looper. Clairement, évidemment, c'est un film de voyage dans le temps, donc ça ne tient pas la route comme la plupart des films de voyage dans le temps. Mais clairement, le film est scindé en deux parties. Souvent, les gens qui trouvent des qualités à Looper vont plutôt se borner sur la première partie, qui est la première partie est clairement l'installation de ce principe qui est très petit malin de voyage dans le temps. Je vais pas résumer le truc, il faut voir ce film, c'est un film popcorn idéal. De toute façon, oui. Mais par contre, moi j'ai toujours, la première fois que j'avais vu ce film-là, j'avais toujours été très marqué par l'ampleur tragique de la deuxième partie, et surtout le personnage de la mère qui est collé avec un gamin qui a des pouvoirs spéciaux, qui pourrait potentiellement détruire le monde, et qu'elle préserve de l'influence extérieure, et qui finalement cette bulle-là va être traversée par le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Et on a ce personnage de mère qui est évidemment qui aime son enfant éperdument et qui en a peur aussi. Je sais que ce film-là a trouvé une résonance en moi beaucoup parce que j'avais un enfant assez jeune et souvent je pense qu'il y a ça. Je pense que Rian Johnson lui-même, je sais pas quel âge avaient ses enfants à cette époque-là, mais pour moi ça cernait quelque chose sous un angle très science-fiction, parce que c'était une sorte de reprise d'Akira. Mais c'était un peu la force du film, c'est de te faire passer justement une idée qui est quand même profondément vraie, mais dans un univers du coup de pur SF, de pur divertissement. Carrément. En fait. Ouais. C'était la force vraiment de cette deuxième partie qui en effet pouvait, je pense, provoquer une certaine déception entre guillemets chez le spectateur, étant donné la première partie qui était vraiment qui avait un certain rythme, et là d'un coup il brisait ce rythme-là complètement, aussi. Ouais. Il brisait toute des questions aussi justement de science-fiction, de voyage dans le temps, tout bordel, pour justement installer quelque chose qui était de l'ordre d'un drame intime. Ouais, en fait. voilà, c'est ça. Ouais. Même si ça évidemment impliquait aussi des choses fantastiques, mais il brisait complètement le rythme en fait, et c'est vrai que c'est problématique parce que du coup t'es entraîné dans un rythme, et là d'un coup il te le casse,
et il te propose autre chose. Donc ça demande un peu de temps avant de l'accepter aussi. Ouais, je pense, mais au fur et à mesure des visions du film, c'est maintenant un film que j'ai vu quelques fois quand même, et c'est vrai que je trouve que c'est un film assez très très beau, et non pas sur la question du voyage dans le temps et tout ça, mais vraiment sur ce rapport-là. Parce que c'est ce qui pêche même finalement. Bah ouais, finalement quand tu vois le truc, tu dis bon oui, mais pourquoi il fait ça alors que non, ça serait pas possible. Comme n'importe quel film de voyage dans le temps. Là, ce qui tient la route dans ce film-là, c'est vraiment le rapport amoureux enfin le rapport affectif très fort entre la mère et l'enfant, le rapport naissant de Joseph Gordon-Levitt qui est un être vide de toute moralité, qui va se découvrir finalement une sorte de moralité par le contact de cette mère-là. En parallèle, le personnage de Bruce Willis qui lui veut préserver ce qu'il a découvert, mais ce qu'il a découvert, c'est-à-dire l'amour, une sorte de substance de vie vraiment forte, mais qui pour le faire subsister, il faut qu'il tue quelque chose qui est vraiment beau. Il y a quelque chose là-dedans, dans tous les dilemmes sentimentaux et moraux et compagnie est très très fort et très très bien tenu, et qui vont réussir à s'insérer dans la complexité du récit qui est assez épique finalement. Et ça marche plutôt bien. Et ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs, c'est un dilemme, le dilemme moral du film, est exactement le même qu'un des aspects de Star Wars épisode 8, donc qui se met à réaliser. C'est-à-dire que vraiment, on a un personnage qui est surpuissant, dont on est, avec lequel on a un rapport affectif très très fort, parce que c'est soit notre enfant, soit notre neveu, et là c'est son fils dans Looper. Et en même temps, on se dit, c'est cette puissance-là pourrait arriver à quelque chose d'extrêmement maléfique. Donc c'est le personnage de Kylo Ren dans Star Wars 8, il va se jouer dans Star Wars 8 un dilemme qui est une sorte de conflit scénaristique, un conflit humain qui est assez proche de ce qu'on peut voir dans Looper, voire très très proche même. Et finalement, je trouve que dans Star Wars 8, pour moi la plus grande réussite de ça, c'est effectivement tout l'arc narratif. C'est un film qui est assez riche en arc narratif. Tous ne sont pas aussi forts les uns que les autres, mais il y a un arc narratif qui est très fort, c'est celui qui est cette trinité entre Luke Skywalker, Rey et Kylo Ren. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui se passe entre Kylo Ren et Rey est vraiment hyper fort. Enfin, je trouve qu'il y a une ampleur tragique qui est la même que celle qui fait de l'Empire contre-attaque un film excellent, c'est-à-dire vraiment une sorte de rapport un peu bizarre à une sorte de paternité un peu dévoyée qui va guider toutes les trucs de Star Wars. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette paternité un peu assez pourrie, où c'est Dark Vador, la figure du père, qui est assez maléfique. Comment on s'invente, on trouve sa voie là-dedans. Comment on hésite effectivement toujours entre le côté obscur de la Force, le côté lumineux, et tout cet arc narratif là. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène là-dedans, des audaces formelles qui sont extrêmement bien tenues justement formellement. Je pense aux scènes télépathiques. Je ne te spoil pas, mais toutes les scènes télépathiques, pour ceux qui ont vu le film, moi je trouve ça assez brillant de la façon dont c'est fait. Moi, pendant le film, je me suis dit, ça commence par un combat spatial, et dans le combat spatial, je me disais ouais putain, c'est super, ça fait super du bien de se taper un gros combat spatial, mais maintenant on peut en voir des caisses avec l'explosion des effets spéciaux numériques. Oui, ça impressionne beaucoup moins, puisque tout est possible. Tout est possible. Après, je trouvais que c'était vraiment bien fait, et puis je me suis dit putain, ouais, c'est quand même bien, je suis bien emporté. Est-ce que c'est parce que je suis un gros geek et je suis super content de voir des combats intersidéraux? Et puis à des moments, pendant le film que je suis allé revoir, après je me suis dit non, il y a des trucs de mise en scène qui sont super forts. Moi, il y a des plans qui me restent de ce film. Je pense à un plan de Princesse Leia qui arrive au bout de 10 minutes ou au bout de 15 minutes après la séquence spatiale, qui s'est terminée de façon absolument héroïque, et Princesse Leia en train de juste regarder un schéma avec des vaisseaux qui s'éteignent sur un tableau digital, où tu te dis, là tu comprends que en fait c'était génial ce qu'on a vu, c'était absolument héroïque, mais qu'ils ont perdu un nombre incalculable de vaisseaux, et que c'est très très grave pour l'avenir de la rébellion, vu qu'elle s'est en train de essayer de se former. Là, je me suis dit, c'est des solutions formelles qui sont héritées du cinéma d'un des cinémas que j'aime, c'est-à-dire le cinéma de Spielberg, le cinéma de Hitchcock, c'est-à-dire le cinéma de l'économie formelle, d'arriver à dire des choses avec uniquement des trucs de mise en scène. Et je trouve que à travers juste un champ contre champ entre Princesse Leia avec le regard abattu et puis un écran digital, là se joue quelque chose où tu te dis, là, sans dialogue, il va se passer quelque chose qui est un enjeu fort.
qui va passer visuellement. Donc là je me dis putain le mec ça va, c'est pas J.J. Abrams, il arrive à faire ça. Alors que dans j'ai eu beau revoir Star Wars 7, je n'arrivais à trouver rien. Pour moi c'est juste une longue suite de plans séquences sans rien, il y a aucune mise en scène. Alors que J.J. Abrams je déteste pas, j'aime beaucoup Super 8. Super 8 d'ailleurs s'ouvrait sur une scène de la même teneur que ce que je viens de dire. Mais voilà, là c'est un film donc du coup qui m'a vraiment beaucoup ému dans ce truc-là, qui est un film qui est absolument fascinant parce qu'il raconte sur au niveau méta, c'est-à-dire que c'est un film qui est le plus grand troll de l'histoire des sagas au cinéma, c'est-à-dire que le film passe son temps à troller l'épisode 7, à détruire tout ce que l'épisode 7 a essayé de créer comme faux mystère, créé comme personnage en disant regardez ce personnage, je ne fais rien avec, mais vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être complètement dingue ce qui va se passer. Il passe son temps à troller ce truc-là, genre à dire bon bah hop, allez hop on envoie tout aux chiottes parce que si finalement c'était pas intéressant, on va complètement déjouer vos attentes en disant que ça c'est pas important finalement, on va plutôt s'attarder là-dessus. Donc c'est un film qui met en scène finalement sa propre œuvre de contrebandier quelque part. On voit très bien que t'as quelqu'un là-dedans, il est seul au scénario, même s'il y a probablement un staff derrière de production qui lui dit rajoute des trucs comiques. T'imagines bien qu'il a pas le contrôle sur la chose quand même, qu'il doit répondre à des attentes commerciales vraiment et inclure dans son film des mémos quoi qu'il a reçus. Hein. Je pense qu'il y a de ça, mais ceci dit, je pense qu'effectivement la mainmise de Disney est très forte. Je déteste l'épisode 7. Enfin, c'est pas que je déteste, mais je le trouve sans intérêt. Ceci dit, dans la mise en branle de cette grosse machine de Star Wars, ils ont mis quelqu'un à la tête de ça, qui est Kathleen Kennedy, qui n'est pas une grosse nullarde. Kathleen Kennedy, c'est la productrice de Spielberg, c'est la productrice de Shyamalan, c'est une productrice historique d'Hollywood qui a son palmarès quand même un bon paquet de trucs super bons. Aussi des grosses machineries à Oscar qui sont pas forcément très intéressantes puis qui se tiennent debout quoi, mais c'est pas une cadre de studio qui a les yeux rivés sur les chiffres et tout ça. C'est quelqu'un qui sait, qui veut faire du cinéma, je pense. Et donc même si elle confie à J.J. Abrams le premier truc, elle a, pour moi, quand je vois le résultat de Star Wars 8, elle a clairement laissé la bride, enfin, elle a enlevé la bride au cou de Rian Johnson sur un bon paquet de sujets. Même si il peut y avoir des rattrapages de comiques avec les porgs, les petites créatures mignonnes qui vont nous rappeler Jar Jar Binks ou les Ewoks, moi qui m'ont pas gêné. Pour moi, Star Wars ça a toujours été une sorte de mélange de comiques et tout ça. Ça a toujours été présent dans l'univers. Enfin, faut pas non plus attendre de Star Wars autre chose que ce que c'est à la base. Bien sûr, je pense que Star Wars t'as ce truc. Moi, parce qu'il y a eu un déferlement de haine sur le Star Wars 8 qui était assez hallucinant, j'ai l'impression, et qu'on a beaucoup reproché notamment ce truc de comique. Mais bien, faut regarder les Star Wars. Les Star Wars, les personnages Chewbacca de R2D2, à la base est un personnage comique. Les personnages de R2D2 et C3PO, c'est des personnages de comique, quoi. C'est des personnages qui sont inspirés par des personnages dans le château de. T'as un personnage t'as quelques personnages forts, mais t'as au moins autant de sidekicks. Chaque personnage a son sidekick comique dans Star Wars. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment des trucs de. Ça a vraiment blagues. installé même, j'ai l'impression, de façon mais tellement exponentielle ce sidekick. C'est-à-dire que vraiment il y a toujours un personnage comique pour un personnage sérieux dans le. Ouais, bien sûr. Et il y a le personnage de Han Solo qui va faire l'objet d'un nouveau spin-off, qui lui propose tout en un. C'est ce qui a fait c'est ça, les personnages. Mais... Ouais, bien sûr, t'as ce truc-là, mais même quand tu vois Yoda qui apparaît, il sort des blagues. Ce premier, c'est de manger des barres chocolatées, quoi. Enfin, c'est des blagues. Alors après, on va dire, mais comment c'est possible que Luke Skywalker, une des premières scènes où tu le vois, il va bouffer du lait bleu tiré directement à la mamelle d'un gros extraterrestre. C'est une blague, effectivement. Mais c'est Yoda, c'était pareil dans l'Empire contre-attaque. Donc il y a ce mélange-là, moi que je trouve plutôt bien tenu, même s'il y a des trucs qui sont pas bons, voilà. Mais j'étais absolument fasciné par ce film que j'ai presque envie d'aller revoir une troisième fois. J'irai le voir et puis on en reparlera. Le voir et puis on en reparlera parce que j'ai très très hâte de voir ce que peut donner l'épisode 9 où bien heureusement, et c'est là où je me dis les mecs ils sont pas complètement cons, ils ont viré Colin Trevorrow qui devait réaliser l'épisode 9, Colin Trevorrow qui est mais attends, ils ont mis c'est le ils ont mis J.J. Abrams. Ah, je crois que c'était Ron Howard. Non, Ron Howard ça c'est pour Solo. Mais le prochain de la saga, ça devait être Colin Trevorrow, ils l'ont viré. Ils ont mis J.J. Abrams à la place. Ouais, donc c'est mal barré. C'est mal barré. Mais finalement, on va arriver avec un truc assez cohérent par rapport à la trilogie originale. C'est que dans la trilogie originale, le premier Star Wars installe des trucs, mais c'est difficilement regardable maintenant. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience au Nouvel An à regarder ça avec mon fiston.
franchement, le premier Star Wars, c'est difficile de le regarder avec un spectateur d'aujourd'hui. Le film est plein de promesses et tout ça. Il était beaucoup plus plein de promesses à l'époque. Maintenant, les promesses, tu montres ça à quelqu'un, les promesses, il les connaît tous s'il bouffe de la moutarde, parce que tous les personnages sont déjà sur les pots de moutarde et les pots de céréales, donc il connaît déjà tout. C'est très difficile à regarder parce que c'est assez peu rythmé. Moi, j'aime bien le film, mais voilà. Et c'est au bout du deuxième où là, t'as un truc qui s'installe, qui est fort, qui est vraiment bien. Et le troisième est beaucoup moins bon aussi. C'est là où il y a les Ewoks et compagnie. Donc, on va se retrouver avec une trilogie qui aura peut-être la même gueule, une nouvelle trilogie qui aura la même gueule, avec un troisième beaucoup plus faible. Même s'il aura à jouer avec les enjeux posés par l'épisode 7, qui sont assez forts. Et on en reparlera à l'occasion de sa sortie à Los Angeles. Ce que j'attends avec impatience. On va faire une courte pause. Tu parlais de Spielberg et c'est très bien puisqu'on va parler de Spielberg. On va écouter quand même un extrait de Révélation encore de Michael Mann puisqu'on va parler de Journalism. Et puis tout de suite après on parlera de The Post, Pentagon Papers en français. Merci les traducteurs. Juste après cet extrait de Révélation. Très bien. J'ai provoqué cette réunion parce qu'il y a un nouveau concept légal auquel nous portons une attention particulière. L'interférence dommageable. Si deux personnes ont un contrat, un accord de confidentialité par exemple, et qu'une de ces personnes enfreint l'accord parce qu'un tiers l'a amené à le faire, ce tiers pourrait être poursuivi pour réparer les préjudices, d'où le nom d'interférence dommageable. Interférer, c'est ce que nous faisons. Oui. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que ça arrive continuellement. Nous sommes journalistes, nos informateurs nous font tous des confidences. Ensuite, nous vérifions toutes nos sources et si l'intérêt public le justifie, là, on le passe à l'antenne. Oui, et après avoir tout corroboré, ce qui fait que nous gagnons toujours et que l'émission est prestigieuse. Il y a autre chose? Et 60 Minutes vérifie que tout est exact et véridique. Mais je dois dire qu'il vaudrait mieux que vous ayez raison, surtout cette fois. Pourquoi? Vous croyez qu'on risque un procès? Qu'est-ce qu'on en pense à CBS News, Eric? Ce n'est qu'une possibilité, le risque est minime. Mais mieux vaut prévenir que guérir, Mike. Je viens d'engager un cabinet pour étudier tout ça. Et je dois également vous dire que cette séquence me semble truffée de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Truffée de quoi? Des promesses inhabituelles auraient été faites à M. Wygant. Non, on lui a dit qu'on ne diffuserait que si ça n'était pas dangereux pour lui. Et lui. Notre témoin semble sujet à caution, du moins sa véracité. Sa véracité a pourtant suffi à l'État du Mississippi. Nous avons un standard plus élevé que n'importe qui puisque c'est à notre standard que se mesure le monde entier. En tant que standard, le risque est nul s'il nous dit la vérité. Malheureusement, s'il y a eu interférence, j'ai bien peur que plus il en raconte, plus le danger augmente. Répétez. Il contrôle les informations qu'il vous a révélées. Et plus elles sont exactes, plus leur préjudice est important. S'il ment, il ne révèle aucune information et leur préjudice est moins grand. On est au pays des merveilles ici. Voilà, c'est donc un extrait du Révélation de Michael Mann, donc une histoire de journaliste. On aurait pu passer d'autres extraits de le journalisme au cinéma, c'est quand même surtout au cinéma américain, c'est quand même un truc important. On va parler donc de The Post de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui sortira 2 films cette année, du coup The Post et puis Ready Player One, qui a été filmé d'ailleurs, tourné avant The Post, qui est The Post, un film selon Spielberg tourné dans l'urgence. Il fallait absolument faire ce film pour répondre justement à l'actualité, Donald Trump, les fake news, tout le bordel. On va revenir là-dessus, c'est l'une des problématiques je pense du film. Un film qui bon, The Post du coup pour tous ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Donc c'est en 71, le New York Times a dévoilé des documents secrets concernant la guerre du Vietnam et notamment le fait que les différents présidents depuis le début de la guerre savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre mais continuaient quand même pour différentes raisons. Mais Spielberg et ses scénaristes, qui sont ceux de À la Maison Blanche, des copains de Aaron Sorkin et consorts, s'intéressent du coup au Washington Post, qui sera juste après cet incident le journal qui va dévoiler le scandale du Watergate, sur lequel se termine d'ailleurs le film de Spielberg, qui pourrait être un préquel, c'est ce qui a été annoncé dans plusieurs critiques des Hommes du Président de Pakula avec Dustin Hoffman donc et
Robert Redford. Le préquel de la classe américaine. C'est ça, exactement. Donc Spielberg, lui, et ses scénaristes s'intéressent donc aux gens de The Post qui ont fait suite au New York Times, qui s'est retrouvé à cette époque-là, du coup, après avoir dévoilé ses documents, le New York Times, empêché par Nixon de continuer à publier ces documents. Et le Washington Post a pris la relève et a continué et a publié d'autres documents. Ils se sont retrouvés devant la Cour suprême qui finalement du coup les a autorisés, et ça a ouvert justement des portes au journalisme américain au début des années 70. Clairement, puisque justement ça a vraiment ouvert les portes à la liberté de publier. Ouais. Ça a empêché de les fermer plutôt qu'autre chose, quoi. Mais oui, mais ça a lancé justement le Watergate n'aurait pas explosé clairement sans cette affaire-là. Donc voilà, c'est l'un des premiers. Donc c'est un film avec Tom Hanks, Meryl Streep. Je vais démarrer moi avec les choses qui me dérangent. Je te laisserai parler du film évidemment après, Antonin. Ce qui me dérange finalement, c'est que ça soit un film de Spielberg et pas un film de Pakula, je pense. Ce qui va différencier, je pense, les deux, et ce qui pourrait peut-être aussi différencier, par exemple, Spielberg d'un John Ford, Spielberg qui est dans une vague de cinéma où justement il s'intéresse vraiment à l'histoire américaine. Encore, c'est pas sa première fois, mais parce qu'on sent aussi. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'île de Schindler en voyant finalement The Post. Il a fait juste avant du coup Le Pont des Espions. Il avait fait Lincoln, qui revisiter justement des figures historiques et des événements américains pour justement les inclure plus dans l'actualité. Là, on sent vraiment que c'est son envie aussi, puisque ça parle de lanceurs d'alerte, ça parle de beaucoup de choses comme ça, et de voilà comment traiter une information. Non, justement, ça le fait pas, mais ça devrait. Ce qui m'a le plus gêné, je pense, donc je disais, c'est un film de Spielberg. Et comment je le ressens, c'est par rapport au point de vue. C'est-à-dire que le point de vue qu'il choisit et que ses scénaristes ont choisi pour ce film, c'est pas celui justement ni du lanceur d'alerte ni du journaliste qui va faire le travail de recouper les informations et de traiter les informations, comme c'était le cas par exemple dans Les Hommes du Président de Pakula. Mais ça va être le point de vue, ça va être celui de l'éditeur, du chef éditorial du journal, et puis de la patronne du journal, donc incarnée par Meryl Streep, qui va elle devoir décider si oui ou non on publie, alors que son journal doit rentrer en bourse, tout le bordel quoi. Grosso modo, un conflit de puissants. Ça reste autour du conflit des puissants. Il y a quand même quelque chose qui m'y gêne encore plus, c'est que je sais que Spielberg a la capacité, il le fait d'ailleurs dans son film, de montrer justement en très peu de plans, et on parlait tout à l'heure de la capacité de Spielberg en une image à exprimer une idée, et il le fait encore dans ce film avec un esprit synthétique, avec un plan à la fin qui est très très court pour le coup, et qui rattrape tous les problèmes que m'ont posé le film. C'est celui du journaliste du coup qui a été chercher les documents, donc interprété par Bob Odenkirk qui jouait l'avocat dans Breaking Bad. Et il y a juste un plan sur le bonhomme qui entend les machines rouler alors que enfin vont être imprimés les documents qu'il a été retrouvé quoi. Un personnage totalement secondaire, et puis ça fait vibrer son vibration de tout l'immeuble. Une image qui est très très forte et qui est très courte, et ça suffit amplement à raconter plein de choses, et tu dis ce plan est brillant, il raconte énormément de là, choses. C'est tout le génie de Spielberg. Voilà, c'est ça. Et en un plan du coup, et il rattrape donc le reste du film, et c'est exactement le problème que j'ai, c'est que ce plan est super, mais qui rattrape le reste du film, qui pour moi, du coup, un conflit puissant, comme pouvait l'être justement La Liste de Schindler, comme pouvait l'être d'autres films, et qui pour moi en font un film anti John Ford justement. John Ford, lui, aurait choisi, je pense, en héros soit le lanceur d'alerte, soit ce journaliste, soit le grouillot qu'on envoie justement chercher telle ou telle information. Là, celui qu'on choisit comme héros, c'est Tom Hanks, du coup, qui était interprété dans Les Hommes du Président par Jason Robards, qui est Ben Bradley. Qui porte la responsabilité avec le personnage de Meryl Streep, évidemment, de faire ces choses-là. C'est-à-dire que mais malgré tout, du coup, ce qui l'inquiète le plus, j'ai l'impression, dans son film, c'est ce moment où ces puissants vont risquer de perdre quelque chose. Et alors, ce quelque chose, c'est ça que je trouve le plus gênant, en fait. C'est surtout, en fait, l'héritage de Meryl Streep. C'est à ce moment-là que le film s'emballe, ou surtout le personnage de Tom Hanks s'emballe. C'est quand il comprend que Meryl Streep, qui est donc cette femme seule contre tous les hommes de l'univers, clairement, est celle qui a le plus à perdre. C'est ce qui est dit dans le film, clairement. C'est celle qui a le plus à perdre. Pourquoi ? Parce qu'elle a un héritage à perdre. C'est ça qu'elle a à perdre, c'est son héritage.
Et ça m'a extrêmement gêné en fait dans le film, qui est par ailleurs évidemment c'est du Spielberg, ça a ces moments de brillants comme je viens de dire avec cette scène du journaliste avec son bureau qui tremble. Mais le moteur de l'emballement du film avec des séquences qui tiennent du cinéma d'action presque, hein, c'est ce moment où on va découvrir elle risque de perdre son héritage, alors qu'on a ces petits héros qui non pas qui n'intéressent pas Spielberg, mais qui en tout cas sont délégués vraiment même pas au second plan mais au troisième ou quatrième plan, et qui vont avoir le droit quand même à des scènes des plans super évidemment, mais le moteur de l'action ça sera la peur de perdre son héritage et un combat de puissants comme c'était le cas justement pour la liste de Schindler, où c'est Schindler le héros évidemment, alors que c'est lui qui a la responsabilité. Et j'imagine très bien Spielberg s'intéresser beaucoup plus évidemment à ces personnages-là qui ont quelque chose à perdre, quelque chose d'important à perdre, que ce soit leur héritage, que ce soit leur réputation, des choses comme ça, plutôt que justement les petits grouillots en fait. Et c'est ça en fait qui là sur ce film-là m'a le plus gêné, justement parce que j'avais lu ici et là que c'était un grand film démocratique. Pour moi c'est le film de droite pur et dur qui essaye de se faire passer pour un film de gauche parce que ça va s'attaquer justement à un président, en l'occurrence Nixon, et à d'autres puissants qui sont non absolument pas. Pour moi c'est vraiment un grand film de droite qui se prendrait pour un film de gauche molle. Vraiment, et ça m'a extrêmement gêné. Alors, ça m'a extrêmement gêné aussi parce que c'est bien mis en scène. Il arrive à amener un rythme ça démarre très lentement, je trouve, comme film, et au fur et à mesure à accélérer. Enfin, il y a un vrai talent en termes de montage, par exemple, en termes d'accélération, de rythme, de tout ça. C'est brillant, et c'est ça qui me gêne le plus, parce que c'est au service d'une idée, pas d'une idéologie, hein, mais d'idées en fait que je trouve particulièrement molle. Et le fait que lui-même prétende que c'est un film fait dans l'urgence, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas, film fait dans l'urgence et qui avait besoin de le faire pour contrer ou contredire ce que leur président actuel Trump va faire. Je pense que c'est un gros échec à ce niveau-là. Le film n'aura aucun impact, absolument aucun impact. N'importe quel film. Je suis pas d'accord, pas comme n'importe quel film. Il y a d'autres films qui pourraient avoir des impacts. Là, par exemple, je pense que ce film est absolument inutile en fait à ce niveau-là. En termes de politique, je pense que ce film est particulièrement inutile. Sauf que c'est exactement le projet du film. Donc pour moi, c'est un gros échec. Et quand je pense justement à ce que Ford aurait pu faire, enfin là c'est un anti John Ford pour moi, clairement quoi. Dans un film de John Ford, le héros doit mettre les pieds dans la boue quoi. À aucun moment le héros, que ça soit pour moi Meryl Streep qui est l'un des on peut y percevoir du coup le portrait d'une femme qui va s'élever, machin, très bien, sauf que c'est pas le sujet du film, donc ça apporte quelque chose au personnage comme il apporte quelque chose à tous ces personnages, sauf que c'est pas le sujet du film. Donc moi je m'en fous, ce personnage ne me touche absolument pas, le personnage de Tom Hanks ne me touche absolument pas, le seul personnage qui peut me toucher c'est ce journaliste justement qui va chercher les papiers, sauf qu'il est traité comme un lâche au grand cœur certes, mais un lâche, et ça me gêne profondément. Moi je pense là tu réfléchis le film en termes de lutte des classes, en termes financiers, mais je pense qu'il y a un des arcs narratifs du film, c'est la lutte des genres, quoi. Alors effectivement, là, il s'avère que le personnage de Catherine Graham, Meryl Streep, est quelqu'un de la haute bourgeoisie de Washington, mais c'est surtout ce qui est mis en scène, c'est la lutte des genres dans le sens où c'est une femme. Donc c'est ça qu'elle a à perdre. C'est en ça que le dialogue de la femme de Tom Hanks. D'être une femme. Non mais c'est pas. Non mais ce que lui dit là, un des retournements dramaturgiques du film où Tom Hanks a une révélation, c'est quand sa femme lui dit mais tu sais ce qu'elle a, c'est la nana qui a du courage ici, c'est pas ce qu'il y a à perdre qui lui dit l'enjeu, c'est celle qui a du courage ici qui doit en avoir, c'est pas toi parce que toi c'est ta fonction. Oui. Celle qui doit avoir du courage ici, c'est elle qui a du courage parce que elle a hérité d'un journal comme ça, il y a eu 10 000 articles dans la presse ou sur internet et compagnie sur la vraie histoire cette nana là qui est toujours en vie il me semble, mais voilà où elle a dû se dire allez moi je mets en jeu, je pose mes ovaires sur la table en gros quoi, et ça moi et c'est en ça que le film il est doublement à l'heure quelque part parce qu'effectivement il parle d'une part du journalisme
et d'autre part de l'accès des femmes au pouvoir, parce que au fur et à mesure du film, le trajet de Meryl Streep, c'est d'être toujours soumis à des conseillers hommes qui lui donnent des conseils, mais qui sous couvert de lui donner des conseils finalement lui donnent leur approbation, alors qu'elle lui dit mais moi je veux pas ton approbation, je veux des conseils, je veux pouvoir réfléchir avec toutes les données factuelles pour pouvoir me faire mon opinion, je veux pas une permission. Enfin c'est un dialogue du film, hein. Oui, non, donc là ça pour moi c'est plutôt pas mal. Après ceci dit je comprends ton truc. Mais attends, parce que avant de partir sur moi je vois très bien évidemment le côté elle pose ses horaires sur la table. Sauf que là c'est pour moi l'une des plus grosses faiblesses du film. J'aurais pu m'intéresser à ce personnage déjà s'il avait fait un petit peu plus, mais surtout que dès le départ, dès la première séquence justement où elle apparaît au bureau face à ses banquiers, face à ses machins, moi toute la trajectoire du personnage je l'ai vu d'avance. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'il fait son film comme si on était dans les années 30. Sauf qu'on est en 2018 et du coup, ça ne peut pas fonctionner pour moi. Ce personnage-là, c'est Meryl Streep qui l'interprète déjà, premièrement. Deuxièmement, quand justement en première réunion, elle ne pipe pas mot, elle n'ose pas dire clairement ce qu'elle avait écrit et que c'est son bonhomme à côté qui le dit. Je sais très bien où Spielberg veut en venir. Je sais très bien qu'au fur et à mesure, on va la voir s'affirmer et qu'à la fin, elle va dire oui, on pose, on publie. Bien sûr, mais comme un film des années 30, 40, c'est 50. Ça. C'est un film des années 30. Ouais, mais je pense que c'est moi j'adore Spielberg et sa dernière période. Je trouve que les films ils sont largement au-dessus du tout venant. Enfin, juste pour ouvrir une petite parenthèse, il suffit de comparer ce film-là à Spotlight pour se rendre compte la différence que ça fait d'avoir un scénario qui peut être bien mis entre les mains d'un tâcheron, enfin d'un mec qui ne sait pas filmer quoi, et mis entre les mains d'un mec comme Spielberg. Là d'un coup, un film qui ne repose uniquement sur de l'écrit et de la parole devient un film d'action. C'est Spielberg. Sinon on a Spotlight, c'est un film qui a un scénario filmé où on voit des trucs qui reposent uniquement sur l'écrit et de la parole et qui devient un film avec des écrits et de la parole et qui n'est pas du cinéma. Là ça devient du cinéma. Donc point barre, le mec c'est un metteur en scène. Voilà, il est très très fort là-dedans. C'est ce qui me gêne, c'est qu'est-ce qu'il met en scène. Bien sûr. Après, je suis assez d'accord avec toi et c'était déjà ce que je m'étais fait comme réflexion pour Lincoln ou pour le Pont des Espions. C'est vrai que moi, c'est pas des films que j'adore, que j'irais peut-être même pas revoir probablement, mais que pour moi, c'est des films qui sont du coup pas à l'heure parce que on sent que Spielberg est dans une période où il revient à dialoguer avec le cinéma de Ford, de Capra. Mais c'est pas Ford du coup. Pour moi, Ford, c'est clair et net, même s'il y a des différences, parce que voilà, s'il y a des différences idéologiques, il y a forcément des différences. Mais pour moi, pour moi, il y a de ça dans l'attention que Spielberg a, contrairement à ce que tu dis. Je pense que même si le personnage n'est pas un personnage, quand un journaliste va passer le jeune apprenti journaliste va devoir amener un document ou va devoir enquêter au New York Times et tout ça. Le personnage d'un coup, par l'action, il existe, il est là. C'est celui qui est en bas de la chaîne de commandement. Quand le mec apporte je suis d'accord qu'il a cette capacité pour justement offrir à tous les personnages une existence. Ça c'est très fordien. C'est qu'à aucun moment il y a aucun personnage qui a un faire valoir de quoi que ce soit. Même McNamara qui est supposé, qui devrait être l'ennemi total. Il y a même Nixon, il garde ses distances avec lui de façon dont il garde ses distances, mais les personnages sont là, ils existent. Il y a un esprit assez démocratique dans la façon de filmer ça, une façon d'englober une société. Non, justement, c'est là où je suis pas d'accord. C'est que la démocratie, ça serait de montrer, par exemple, que le journaliste, donc du coup, qui va chercher les papiers, prend autant de risques que Meryl Streep. Ça serait ça la démocratie. C'est pas le cas. Meryl Streep et Tom Hanks, surtout Meryl Streep, t'as l'impression, et le drame du film, la musique, la mise en scène, viennent pour montrer que la grande tragédie du film, ça serait que Meryl Streep perde sa place justement, qu'elle n'accède pas à ce statut. Mais moi je vois pas du tout ça. Moi je vois pas du tout le truc de l'héritage. J'ai pas ressenti ça pendant le film. Je me suis dit voilà, c'est juste une femme quoi. Enfin, l'enjeu du justement, il a rien à perdre. Le gros il a rien à perdre. Du coup, c'est filmé justement comme une séquence d'action. Il a rien à perdre, mis à part peut-être sa vie quand il risque de se faire écraser par une bagnole. Ouais, mais là où on n'est pas d'accord, c'est que c'est la question d'avoir quelque chose à perdre. Voilà, moi, j'ai pas l'impression que c'était ça l'enjeu du film, d'avoir quelque chose à perdre. Je sais pas quoi. C'est juste un risque, juste un risque qu'elle prend, mais pas par rapport à quelque chose qu'elle a à perdre. C'est que c'est un courage par rapport à le rôle que la société lui a donné à un instant T et de s'en sortir, de sortir de ce rôle-là pour finalement prendre. Voilà. C'est peut-être ça que
ce qui m'a gêné, c'est que justement, j'ai pas vu dans le film ce que toi tu sembles voir. J'ai pas vu le regard qu'ils peuvent avoir vers le futur. Même face à la Cour suprême, par exemple, ou à des situations de ce genre, j'ai pas vu les personnages voir vers le futur et se dire tiens, on se bat pour qu'après on puisse faire ça, même si le film semble rien que par son plan final à Watergate le dire quand même, hein, mais par contre pendant le film je l'ai pas senti, j'ai plutôt senti des gens essayer de défendre ce qu'ils avaient déjà en fait et de pas le perdre, et c'était ça leur inquiétude. Alors Spielberg lui raconte peut-être autre chose que ce que les personnages racontent, mais ça c'est un problème. Non, mais je pense que il peut y avoir un peu de ça dans le film quand le personnage Tom Hanks est mis à et limite devant le fait que il avait une amitié avec Kennedy et que finalement il a été peut-être de parti pris pour Kennedy parce que c'était son pote. Voilà, c'est des questions qui sont données. Après on pourra en débattre, je pense, mais le truc qui peut être intéressant en perspective avec ce que c'était Spielberg, par exemple quand tu me cites la liste de Schindler, moi je pense que la liste de Schindler, c'est un film qui est vu à travers le personnage de Schindler. Certes, c'est impuissant parce que c'était un industriel, mais c'est un petit industriel. Le personnage du nazi, c'est pas un grand chef nazi, c'est un petit chef nazi. Et il y a une tout ça pour. Enfin, je parle quand même. Non mais bien sûr, c'est des personnages de pouvoir. Et c'est une différence. En fait, Spielberg, il est très intéressant comme cinéaste parce que c'est quelqu'un qui fait ses films adultes. Ses premiers films adultes depuis 5 ans, en fait, depuis Lincoln, parce que il a essayé de faire ses films adultes quand il fait Schindler, et le premier c'est La couleur pourpre. Voilà. Ces films-là historiques du soleil, sont vus à travers uniquement des grouillots, justement. Là vraiment, il est vu uniquement de la base. La couleur pourpre, c'est ça. Amistad, peut-être, j'ai jamais vu ce film en fait, c'est sûrement ça. La liste de Schindler, Ryan, c'est des troufions. Il y a ce truc-là chez Spielberg. Spielberg, c'est un cinéaste qui a un ancien autiste, qui a filmé en général que des personnages dans des bulles qui pliaient le monde à leur désir quelque part. C'est un peu les personnages de Spielberg qui ont tous Richard Dreyfuss en train de malaxer de la pâte à modeler pour que ça ressemble à leur truc. Ou le personnage du mec du Jurassic Park qui crée un monde qui est le monde qu'il a envie de voir. C'était le cas. Et quand Spielberg à un moment a voulu se dire moi je vais traiter de l'histoire, et là pour moi il s'est planté en faisant ses films les plus faibles, c'est-à-dire La couleur pourpre, peut-être même Ryan que j'inclurais là-dedans, ou Schindler. C'est des films qui sont vus à travers des personnages qui sont pour moi pas forcément des puissants, qui sont pas des kidam non plus, mais qui sont vus à travers un filtre qui serait le filtre de l'émotion. C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, hein. La couleur pourpre, c'est invisible maintenant parce que c'est uniquement sur une émotion individuelle, l'émotion de la révulsion chez le spectateur, du sentiment de révolte que ça peut inspirer, les trucs horribles qui peuvent arriver. Schindler, c'est un peu que là-dessus. C'est assez insupportable à regarder moralement, je trouve. Alors que là, depuis quelques films, il se pose peut-être chez les puissants parce qu'il a un rapport à l'histoire complètement différent. Je pense que quand je parlais de Schindler, c'est ce que Claude Lanzmann lui reprochait, c'est d'aborder la Shoah sous l'angle de l'anecdote, sur le seul anecdote qui se finit bien. Qui est un reproche, qui est valable ou pas, je ne sais pas, mais qui dit quelque chose sur le rapport de Spielberg à l'histoire. C'est que dans ces derniers films, on a affaire qu'à des personnages qui ont fait l'histoire, qui a Lincoln, ou là qui est impuissant, qui a fait l'histoire. Le Pont des Espions, c'était peut-être un avocat, mais il a fait l'histoire. Il a eu un rôle extrêmement important, qui a dénoué des trucs. Là, c'est quelque chose d'extrêmement important, donc il a affaire à des puissants, certes. Ce qui donne après c'est pas un jugement de valeur ou tout ça, parce que je ne sais pas si je pense moi c'est pas des films ça m'intéresse, que je trouve ça brillant, mais c'est pas la meilleure période. Pour moi, la meilleure période de Spielberg, c'est quand il était adolescent, juste avant l'âge adulte. C'est quand, dans les années 2000, où il est devenu adolescent à 50 ans, quand il a fait Minority Report, Arrête-moi si tu peux, Aïe et Munich, quoi. Là, c'est des films complètement tarés, où la guerre des mondes, où il est dans un entre-deux entre oh là là, il faut absolument que je parle de mon pays parce qu'il s'est passé des trucs fous, il y a eu le 11 septembre. Et en même temps, je fais des films cucu prout hyper avec du mauvais goût pas possible, parce que c'est mon enfance, c'est ça que j'aime. Moi, c'est là où il s'est passé quelque chose d'absolument hallucinant. Et j'adore sa période, j'adore E.T. et compagnie, hein. Mais sa dernière période, je la trouve hyper souveraine quelque part. Je trouve que là, d'un coup, il y a une maîtrise totale, où son génie de mise en scène est toujours là. Mais c'est des films que je trouve
qui sont peut-être à l'heure dans ce qu'ils racontent au moment où ils les racontent, mais je les trouve en retard dans la façon de les raconter. Parce que c'est pas la bonne forme. Il faudrait trouver exactement ce que je leur reproche, nouvelle en fait, forme. hein. Ouais. Mais oui, ça va se rejoindre parce que je trouve qu'il faudrait trouver une nouvelle forme pour parler du contemporain. Et c'est pas un mec de 70 balais qui l'aura, à part si c'est Michael Mann qui va réussir à le faire. Mais Spielberg, non, il filme ça comme Fuller le fait, comme Ford le fait, comme Capra le fait. Et il aurait fait ce film-là il y a 50 ans. Ça aurait été le même. Oui, ça aurait été le même. Mais ça aurait été il y a 50 ans, ça aurait été justement beaucoup plus à l'heure. Là, je pense qu'il est complètement en retard. Mais après, moi, j'aime bien le film. Enfin, moi, j'ai pleuré à la fin. Je trouve ça super. Enfin, moi, je trouve ça super de voir du cinéma au cinéma. C'est suffisamment rare. Je trouve que d'un coup, tu vois de la mise en scène, c'est juste dingue. Le mec, il est génial. Tu te dis, quand tu regardes un peu comment ça a été fait, parce qu'effectivement, ça a été fait en 3 mois. C'est dingue d'arriver à un résultat comme ça au bout de 3 mois. Enfin, tu te dis, mais putain, c'est fou. Le bonhomme, il est génial. C'est un génie, mais au sens étymologique du terme. Le mec, il est génial, quoi. Il arrive à manipuler des trucs et même dans ses pires merdes, tu dis, putain, le mec, il arrive à te synthétiser des choses. Ouais, il est la syndrome d'Asperger, il est super fort, quoi. mais il y a ce truc-là. Après, politiquement, il y a un truc qui, tu dis, ça peut être faible, quoi. Mais ceci dit, voilà, moi après j'ai essayé de revoir il y a pas si longtemps que ça Les Hommes du Président. Je trouve presque le film meilleur. Je trouve The Post. J'irai pas défendre Les Hommes du Président. Moi, ça m'a plutôt donné envie de revoir l'Ultimatum des 3 mercenaires, en fait, de Robert Aldrich. Il y a plusieurs films qui ont voulu traiter du sujet. Pour tous ceux qui n'ont pas vu l'Ultimatum des 3 mercenaires, donc c'est un film qui date de la fin des années 70, qui pour moi clôture vraiment ce que pouvait être le cinéma paranoïaque des années 70 justement, et qui revient sur un truc non pas similaire. C'est un vrai film d'action, l'Ultimatum, mais par contre ça tient sur justement est-ce qu'on va dévoiler ou pas certains documents, et qui là pour le coup sont des documents qui disent que non seulement on savait qu'on allait perdre la guerre, mais pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre, et pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre, c'est juste pour montrer aux Russes qu'on était capable de le faire. On était capable d'aller faire une guerre, de perdre des centaines de milliers de bonhommes, en sachant très bien qu'on était prêt à faire ça, quoi. Et le film de Robert Aldrich, du coup, avec Burt Lancaster, avec tous les acteurs sont géniaux. D'ailleurs, c'est un film exceptionnel, l'Ultimatum. Et moi, tout en voyant The Post, il y avait une seule envie, c'était de revoir l'Ultimatum, en fait. Et ça m'a beaucoup gêné aussi dans ma vision du film, évidemment. Peut-être pour ça aussi que je suis assez peu, qui était mené en plus par un personnage justement de militaire qui est pas censé être un grouillot, qui était un type qui avait du pouvoir. Bernard Lancaster, voilà, c'était un type qui avait du pouvoir justement, qui était au courant de ces documents-là et qui du coup se transforme en terroriste et le film est tellement 10 000 fois plus couillu à tous les niveaux que ce que peut faire Spielberg, alors que Robert Aldrich n'a pas du tout la même mise en scène, justement, n'a pas du tout la même économie. C'est le gros défaut que peut avoir l'Ultimatum, justement, c'est que c'est un film qui dure très longtemps, qui prend beaucoup de temps à raconter des choses que Spielberg pourrait faire en un plan, je pense. Et donc il est aussi plein de défauts, l'Ultimatum, mais malgré tout il a une force qui est tellement plus impressionnante que ce que peut faire Spielberg, même si en un plan il raconte plein de choses. Spielberg, c'est merveilleux, c'est super d'avoir un cinéaste qui est capable de faire ça. Mais finalement, du coup, je préférerais presque, un Aldrich qui est pas au meilleur de sa forme en termes de mise en scène, mais qui a cette énergie, cette conviction que Spielberg, même si sa mise en scène a cette énergie, lui, je pense, l'a pas forcément, en fait. Mais je pense qu'en fait, le truc de Spielberg, c'est que quand tu finis The Post, t'as l'impression que tout est bouclé. Enfin, tout est bouclé. Les arcs narratifs sont bouclés. C'est en ça que le mec est génial. Il a aussi les inconvénients d'être génial. C'est que d'un coup, tout est bouclé, quoi. Enfin, tu regardes la fin, c'est presque rassurant. T'as eu les arcs narratifs. Tous les personnages sont bouclés. C'est bon, tout est bien. C'est bien. À la fin, ça et finit on sait par qu'à la fin, il y aura les hommes du président qui vont régler l'autre problème. Ça va régler l'autre problème. Et puis voilà, tout le truc, on finit par la Cour suprême. C'est ovation pour les bonhommes. Meryl Streep qui passe par une autre alcôve. Les femmes sont sauvées. Les femmes sont sauvées. C'est bon. Donc on a une émotion. On se dit ouais, putain, c'est super. Moi, je trouve ça hyper émouvant. Et en même temps, tu dis, c'est pas très complexe. Rien n'est ouvert. Rien quoi. de ce plan de fermé. Meryl Streep qui quitte la Cour suprême sous le regard. D'un coup, il y a une rangée de femmes qui la regardent avec vraiment de l'admiration. Et elle a pas une ovation, elle a de l'admiration. Et moi, ce plan m'a vachement gêné. Alors, en effet, son personnage de femme forte a enfin posé ses ovaires sur la table et est reconnu comme tel. Sauf que du coup, il te présente le problème est résolu. Oui, c'est ça.
Et c'est super problématique. Ah quoi. bah bien sûr. Non mais ça c'est exactement, enfin c'est ce qu'a toujours fait Spielberg dans n'importe lequel de ses films, sauf ces films hyper zarabi des années 2000 où tu disais putain là c'est des films de schizophrènes quoi, et là c'est hyper intéressant parce que du coup t'acquiers une complexité qui va au-delà du film, qui dépasse le film, où le film du coup n'est pas maîtrisé totalement. Là il y a une maîtrise totale qui fait qu'il y a un côté la leçon est donnée et le maître qui est vraiment un maître, et ça je lui enlèverai ça, et il est venu donner sa leçon, il a donné, tu peux être d'accord, mais en même temps une fois que tu l'as eu, t'as eu ta petite satisfaction aussi émotionnelle parce que c'est aussi un maître de direction de sentiments, et que moi je marche là-dedans, mais en même temps voilà, politiquement je trouve ça et puis même politiquement, et puis de toute façon t'as envie de voir un film qui traite de ces sujets-là, qui soit vraiment à l'heure sur ces problématiques-là qui sont contemporaines et qui invente une forme un peu inédite, parce que là il faut avoir une forme inédite pour parler de ça quoi. C'est c'est pas un film sur les fake news quoi. Ça c'est effectivement une défense des journalismes, c'est intéressant. Il le faut, mais il faut faire un film là-dessus. Et il faut trouver la forme pour le faire. Il y a de quoi faire, c'est ça le problème. Il y a de quoi faire quand même quoi. Il va falloir qu'on se quitte. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mais j'étais content qu'on parle de Spielberg en tout cas. Avant de se quitter, on vous rappelle, puisqu'on n'a pas eu trop l'occasion de le faire, que notre prochain blind test aura lieu donc pendant le festival Travelling, encore une fois au 88 Club Place du Colombier. Évidemment, c'est gratuit. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Évidemment, il y aura beaucoup de cadeaux à gagner. Carlotta nous a envoyé des lots qui sont merveilleux. On les a reçus. Oh oui. J'ai oublié la date par contre. Ah bah moi aussi. Non, le 23 février. Le 23, c'est un vendredi soir. C'est un vendredi soir, le 23 février. Voilà, donc tout le monde évidemment est le bienvenu. C'est un jeu qui se fait par équipe. Si vous venez seul, il y aura pas de problème pour trouver des gens pour venir avec vous. C'est pas un jeu de rapidité. Vous allez entendre des extraits qu'on a choisis évidemment avec beaucoup d'attention. Et voilà, faut venir. Normalement, le 88 devrait ouvrir à 19h30. Le jeu commencera à 20h30 et on vous recommande très très fortement de venir le plus tôt possible, parce qu'il se pourrait que la jauge soit encore plus réduite que d'habitude. Voilà. Oui, c'est-à-dire que non seulement on refuse des gens d'habitude, mais là la jauge sera encore plus réduite. On se quitte avec un extrait de La Classe américaine, à moins que tu aies d'autres annonces à faire. Non, mais il y a plein de trucs. Après, vous pourrez regarder. Mais je sais que là, il passe ce soir. Si vous écoutez jeudi, il passe Jour de colère d'ISIRA de Dreyer à l'Arvor. Je pense qu'il y aura à peu près 30 personnes. Et c'est dommage, parce que même moi, je ne pourrais pas y aller. Mais je pense que voir ça en salle, ça doit être super. C'est à l'Arvor, c'est dans le cas des rendez-vous de Clair Obscur. C'est à 20h15, je pense, jeudi soir. Et puis, on va essayer 8 février. de faire d'autres jours d'anniversaire du Dr Moreau. On va essayer de faire d'autres émissions bientôt quand même avant le blind test auquel on vous attend. On se quitte avec un extrait de La Classe américaine. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé encore une fois merci à toi, cette émission. C'est un plaisir. On se retrouve très vite. Ciao. Des bisous. Bonjour patron, je peux entrer? Ah Dave, tu tombes bien, entre, on prépare un dossier sur George Abitbol. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Peter et Steven, je les aime bien. Mais pourquoi je peux pas travailler seul? Parce que t'es trop mauvais. Ah bah là patron m'avait convaincu, c'est une bonne raison. Je vais travailler avec Peter et Steven. Ben alors? Bah ok, j'y vais. Ce Charlot, je savais pas qu'il existait encore. Ben va falloir vous y habituer parce qu'il va travailler avec vous sur ce dossier. C'est une idée de notre ami Callaghan, une idée lumineuse. Oh, arrêtez vos conneries, patron. C'est mon fils, mon fiston. Je sais pas pourquoi, il s'est attaché à moi, alors je l'aide. Ah, peut-être qu'il avait personne d'autre à qui s'attacher, mais de quoi on parle?